Bonjour à tous. On va démarrer ce webinaire sur la thématique de la performance web et mobile et comment l'automatisation des tests vient permettre de garantir cette performance. Euh, Avant, je voulais juste vous rappeler que l'ensemble des webinaires que nous partageons avec vous sont disponibles en replay sur nos chaînes YouTube. Donc, celui-là sera posté sur cette chaîne en fin de journée ou demain. Donc, vous pourriez y accéder ou en tout cas le partager avec vos collègues ou collaborateurs pour qu'ils en profitent. Euh, Avant tout, je vais me présenter, hein. Je suis Xavier Bellet, je suis en charge des activités commerciales et avant-vente au sein de Niji. Je vous présente à tous tous les meilleurs vœux au nom de Digi pour cette nouvelle année 2021 qui commence, on le sait tous, de manière assez particulière. Donc, en souhaitant que on puisse engager 2021 et finir 2021 peut-être sur des meilleurs auspices que nous finissons et nous avons conclu 2020 d'un point de vue sanitaire. Voilà. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Aujourd'hui, rapidement, en termes de programme, ce qui est intéressant aussi, ce que je voulais partager avec vous, c'est le prochain webinaire qui aura lieu le 21 janvier, qui est un débrief du CES 2021 qui a lieu en ce moment, hein, de manière complètement digitale, complètement à distance. Mais on a mobilisé une équipe de 4 experts qui sont en train de décrypter un peu les tendances technologiques, les innovations, notamment dans un filtre très santé, hein, vu l'actualité, et qu'ils partageront avec nous de ce 21 janvier. Donc, je vous invite à noter dès à présent dans vos agendas le créneau du 21 janvier où on partagera avec vous ce débrief CES. Alors, ce sera à distance sous la forme d'un webinar. D'habitude, on avait l'habitude de faire ça en présentiel. Ce sera effectivement fait dans le cadre d'un webinar. Voilà pour le programme. Je vais vous parler effectivement en quelques mots de ce que nous allons présenter, hein, aujourd'hui autour de cette performance web et mobile, hein, et l'automatisation des tests avec tout d'abord comment choisir un bon outillage pour automatiser ces tests, hein, et industrialiser de manière rapide et efficace la partie testing. On présentera Stan, qui est un outil, je dirais, maison que Niji a développé, façonné au sein des différentes expériences, projets qu'on a pu conduire sur la partie testing. Et puis, en dernière partie, on partagera un retour d'expérience extrêmement concret qu'on a mené au sein d'un partenaire qui est Arval, filiale de la BNP. Et donc, on pourra vous partager ce retour d'expérience et décrire un peu comment on a pu, avec performance, dérouler l'automatisation des tests pour Arval. Aujourd'hui, je suis accompagné de Betty, Gaëtan et Tanguy. Hein, Betty qui est à la charge de cette Digital Factory et Gaëtan et Tanguy qui sont partie prenante de notre Digital Testing Factory et qui vont m'accompagner tout au long de ce webinaire. Un rapide rappel de la proposition de valeur de Niji, hein, Niji qui est structuré autour de trois grands métiers, hein, conseil, design et technologie, répartis sur 4 directions opérationnelles, hein, avec le cabinet de conseil, l'agence de design et puis le bloc technologique avec une direction opérationnelle autour de Salesforce. Mais aujourd'hui, c'est bien l'expertise au sein de notre Digital Factory avec la Digital Testing Factory, qui est partie prenante de cette Digital Factory, qui va vous être présentée. Avant de laisser la main à Betty, juste un petit rappel d'un point de vue logistique, hein, restez bien tous en mute jusqu'à la fin. On va se garder 10 minutes à la fin pour pouvoir échanger, prendre vos questions. Si durant le webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit dans le fil de discussion Teams. Donc, n'hésitez pas au cours de la présentation, voilà, si une question vous vient, de la poser directement sur le fil de discussion. Ça nous permettra voilà, d'y répondre dans la foulée. On va se garder 10 minutes. Voilà, Betty, je te laisse la parole. Merci Xavier, bonjour à tous. Donc, je suis Betty Bauger, la responsable de la Digital Testing Factory chez Niji. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la Digital Testing Factory chez Niji?
C'est un centre d'expertise testing qui est intégré au sein de la Digital Factory. Donc, les Digital Factory, ce sont tous les centres de développement Niji sur l'ensemble, sur diverses expertises et langages de développement que nous faisons au forfait. Donc, la Testing Factory a pour vocation initiale de valider tous les dispositifs digitaux de Niji au travers de nos consultants testing. Donc, on a un ensemble de périmètres de personnes qui sont dédiées à la validation des projets de Niji. Donc, on travaille sur des devices, plus de 200 terminaux, et l'ensemble de notre équipe est certifiée ISTQB. Nous travaillons pour différentes enseignes, différents groupes, que ce soit internationaux, nationaux, locaux, mais aussi pour des startups. On travaille, on fait de la validation de tests web, mobile, client lourd, mais aussi dans l'IoT. Aujourd'hui, on travaille pour une startup qui travaille pour les semelles connectées, par exemple. Donc, on est capable de faire des projets à l'international, mais aussi en local et en France. Notre centre d'expertise technique, testing, repose sur un ensemble de collaborateurs, tous experts dans les métiers du test, selon certains domaines d'activité. Donc, on va avoir des personnes qui vont plus être dédiées sur la sécurité, plus dédiées à la performance, plus experts dans l'automatisation, plus experts sur des domaines fonctionnels, delivery, management, audit. Voilà, donc on a une capacité de traiter les activités qui vont de l'amont à l'aval des projets, tout en s'intégrant dans des projets agiles pouvant aller jusqu'au DevOps. Donc, je pense notamment à l'automatisation qui a pour velléité d'aller jusqu'au DevOps et l'intégration continue. Donc, nos équipes de test sont en forte proximité avec les équipes DevOps chez Niji. Alors, quelques chiffres pour terminer cette présentation sur le Digital Testing Factory. Donc, nous produisons 10 000 jours d'activité testing par an, 6 000 jours sur des activités testing juste en test, et plus de 2 000 jours sur l'automatisation. Donc, on a une vraie expertise sur le sujet, acquise sur l'expérience sur nos projets. Voilà. Merci. Je passe la main à Tanguy. Donc on va commencer par donc, quelques rappels, quelques généricités sur l'automatisation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle des tests automatisés? C'est avant tout en fait des cas de tests qui peuvent être fonctionnels ou techniques, qui nous servent en fait pour vérifier donc l'absence de régression sur notre application, sur notre site web. L'avantage d'avoir en fait des tests automatisés pour faire nos tests de non-régression, ça va nous permettre d'avoir un gain de temps dans nos phases de test, non seulement parce qu'on peut effectuer en parallèle nos tests en web et en mobile. Ça va nous permettre aussi d'augmenter la qualité des applications. Et ça nous permet aussi de tester sur différents devices, que ce soit sur desktop, mobile ou tablette, et de bien entendu réduire le cycle de livraison. Pour mettre en place ces tests automatisés, on a différentes étapes. Donc là, on a un peu synthétisé sur ces principales étapes avec l'identification des cas de test que l'on a à automatiser, l'implémentation des scripts qui permettent donc d'avoir cette automatisation de ces cas de test, et l'industrialisation qui va permettre de pouvoir donc industrialiser notre automate de test sur le long terme. Et bien entendu, la capitalisation tout au long de ces différentes étapes. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, tout à l'heure, je parlais de cas de test. Donc, on peut avoir des cas de test fonctionnels ou des cas de test techniques. Le but de ces cas de test, ça va être de reproduire, de simuler des tests que peut faire en fait un testeur manuellement, qui vont être organisés par un automate, qui vont être gérés par un automate et qui va lui fournir un reporting que le testeur va pouvoir analyser pour en tirer en fait des anomalies ou pour pouvoir en fait fournir au client l'état de son produit. Alors, quelques bonnes pratiques. Donc là, on en a affiché quelques-unes. Principalement, on va avoir donc effectivement, donc ça c'est des bonnes pratiques que nous on met en place sur les projets. On commence un projet d'abord par un POC, par donc un proof of concept, pour identifier donc sur les projets les limites de ce qui peut être automatisé.
On va aussi effectuer donc une étude d'éligibilité autour de la bibliothèque de cas de tests existants. Et donc, c'est des projets qu'on va construire comme des projets de développement, c'est-à-dire qu'on va avoir une stratégie, des objectifs qui vont être définis, une roadmap. On va avoir aussi des phases de build et de run. Et donc, on va avoir des profils spécifiques pour ces projets-là. Donc, c'est des profils d'automaticiens. Donc, les automaticiens, ça va être des personnes qui ont des connaissances autant dans le domaine du test que dans le domaine du développement. Et donc, c'est des projets qui vont être sur la durée, c'est-à-dire qui vont vivre en parallèle du projet de développement pour lequel on réalise ces tests automatisés. Et donc, on peut aller plus loin avec, au lieu d'avoir simplement un automate de test qu'on va exécuter en local, on va avoir en fait ce qu'on pourrait appeler des tests automatisés 2.0 avec l'intégration, donc la mise en place d'une chaîne d'intégration continue à l'aide d'un Jenkins, à l'aide d'un gestionnaire de code source comme GitLab, pour pouvoir en fait exécuter régulièrement nos tests de nos régressions ou nos tours de clé. Le but de l'exécuter régulièrement, c'est d'avoir, nous c'est notre préconisation, c'est d'avoir en fait un socle de tests automatisés qui soit des parcours utilisateurs qui permettent de naviguer sur une grande partie des pages de l'application. En les lançant régulièrement, ça nous permet de valider qu'on n'a pas en fait d'anomalie critique sur un parcours standard utilisateur pour les applications. Donc, on a vu là quelques généralités. Maintenant, on va un peu se pencher sur les outils qui nous permettent de pouvoir effectuer ces tests automatisés. Alors, il existe une multitude d'outils sur le marché. Pour ça, pour identifier quels sont les outils les plus à même de répondre à notre besoin selon les projets, on a donc beaucoup de critères différents. Les principaux, on vous les a mis sur la droite. Ceux qu'on estime les principaux, on va avoir donc l'usage. Qu'est-ce qu'on souhaite faire comme usage avec cet automate de test et donc quels sont les types de tests, types de tests qui peuvent être des tests donc purement web, des tests d'application mobile, des tests d'API. On va avoir le budget forcément qui rentre en compte, les profils qui vont aussi être chargés de faire cette automatisation et si on souhaite l'intégrer dans une chaîne d'intégration continue. Donc dans le tableau suivant, on a affiché les outils, on va dire, les plus répandus sur le marché. Donc c'est des noms qui vont sans doute vous parler, comme Ranorex, RoboFramework, UFT. Et donc, dans ce tableau-là, on affiche les différentes informations, que ce soit sur le modèle économique, le type de test, le nombre d'utilisateurs simultanés, si un support est inclus ou non, et les connaissances techniques. Et comme vous pouvez le constater, tous les outils n'apportent pas les mêmes possibilités. Et donc, au vu de ces possibilités-là, il est des fois compliqué de trouver un outil qui permette de faire tout ce que l'on souhaite. Et c'est dans cette optique-là qu'effectivement, chez Niji, on a mis en place un outil maison qui s'appelle Stan et que Gaëtan va pouvoir vous présenter. Je mets le masque. Donc je prends le relais pour ma part pour vous présenter Stan. Donc Stan, ce n'est pas un de nos collaborateurs, c'est pour solution de test automatisé Niji. Slide suivant. Donc c'est un outil qui a été créé en 2018 pour répondre à un besoin spécifique sur l'un de nos projets, qui était d'automatiser des tests mobiles iOS, mais avec la contrainte d'avoir un poste Windows et pas un poste Mac, comme la plupart des situations où on automatise de l'iOS. Donc pour répondre à ce besoin, nous avons créé Stan, qui est notre outil d'automatisation, qui est même plus qu'un outil, puisque c'est plus une vision boîte à outils. Donc il est basé sur des technologies qui sont bien connues du marché, à savoir Selenium et Appium, qui sont des classiques de l'automatisation web et mobile. Et le côté boîte à outils parce qu'il contient tous les éléments nécessaires à l'automatisation dès lors qu'on le déploie sur un nouveau projet. Il est facilement déployable et il nous permet d'automatiser directement du web et du mobile sans avoir besoin de chercher des librairies à droite ou à gauche. Maintenant que je vous ai présenté Stan, on va voir de quoi il se compose. Donc sa principale composante, son cœur, c'est ce qu'on a appelé la factory. C'est un cœur de classe Java qui va nous permettre d'instancier les différents navigateurs.
et de manipuler ces navigateurs pour faire les actions utilisateurs nécessaires à l'automatisation. On a également tout un tas de méthodes préexistantes qui vont nous permettre de résoudre des situations un peu plus complexes, telles que du scroll sur le mobile, manipuler des éléments, vérifier leur présence, leur visibilité, etc. Nous avons des fichiers XML qui permettent d'exécuter les scénarios. Les scénarios qui sont écrits en Gherkin, alors petit aparté sur le Gherkin, c'est un langage naturel qui permet d'exprimer des besoins métiers, donc en langage commun, en français ou en anglais par exemple. Donc c'est un langage qui peut être utilisé sur toute la longueur de vie d'un projet, que ce soit à partir de l'expression du besoin métier jusqu'aux tests fonctionnels manuels et tests automatisés. La dernière composante, ce sont les drivers Selenium, donc ce qui vont nous permettre d'instancier et de manipuler les navigateurs. Donc tout ça, c'est un mélange d'éléments open source et de code propriétaire Niji qui compose notre outil Stan. Comment il fonctionne? Alors, donc, comme je l'ai dit juste avant, il y a des scénarios qui sont écrits en Gherkin. Donc, ils seront associés derrière avec des méthodes Java, avec le framework Cucumber, qui nous permet d'associer les steps des scénarios avec les méthodes Java. Le job s'exécute en Maven, donc ça permet une exécution locale via l'IDE ou en intégration continue avec Jenkins ou GitLab. Et derrière, c'est Selenium et Appium qui prennent le relais sur les navigateurs et permettent de piloter les différents navigateurs. Donc, comme on le voit sur la diapositive, on peut manipuler Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari et sur différentes plateformes également, à savoir Windows, Mac, Android, iOS et Linux. On couvre un large panel des navigateurs existants. Depuis sa création, Stan, qui a vocation à évoluer, plus il va être utilisé sur différents projets, plus il va évoluer, s'enrichir, c'est l'auto-enrichissement. Donc il est actuellement en version 1.3, il a déjà évolué et il inclut d'autres fonctionnalités. Donc le multiplateforme, multinavigateur, comme on l'a vu juste avant. Il permet aussi de faire des tests de base de données et d'API grâce à des bibliothèques Java. Il permet de gérer des projets à complexité un peu plus grosse, tels que du multiplateforme, du multi-environnement, du multi-pays, du multilangue. Il s'interface avec des outils cloud, tels que BrowserStack, et il permet différents formats de reporting, donc soit les formats Cucumber classiques, XML, JSON, HTML, ou des plugins Jenkins. Des prochaines évolutions sont à l'étude pour ces prochaines versions, donc à savoir la mise à jour de la partie mobile, pour être un peu plus efficace et plus performant, le green testing, la comparaison image à image, ou la gestion de clients lourds, par exemple. Donc si on reprend un tableau comme celui que Tanguy a présenté juste avant, avec plus ou moins les mêmes critères à quelques colonnes près, on se rend compte qu'on peut se rapprocher d'outils qui sont open source, tels que RoboFramework, TestProject. Mais voilà, on a des critères qui sont différenciants, notamment le support Java et surtout l'iOS sur Windows, qui est la petite clé qui nous permet de nous différencier par rapport à d'autres outils du marché. Et je laisse la parole à Betty pour l'explication du projet Arval. Donc, Niji intervient pour Arval, dans le cadre du projet MyArval Web. Donc, on a été sollicité début de l'année dernière, à peu près à la même période, pour réaliser un audit sur le projet afin de mettre en place un plan d'amélioration de la qualité. Donc, on a travaillé sur l'application qui s'appelle MyArval Web, qui est une application de leasing automobile pour les professionnels, déployée dans une dizaine de pays à travers le monde. Donc, c'est une application web basée sur application web en multilangue, multi-pays, avec la gestion de contenu qui est web responsive sur mobile. Donc, en équipe, donc on a mis en place des stratégies de test et on a mis à disposition des collaborateurs, des experts en test sur le projet afin d'améliorer la qualité. Donc, on s'est intégré dans des équipes en agilité et au moment où on est arrivé, il n'y avait pas de processus de test en place. Donc, au niveau du planning d'intervention, donc on a réalisé les audits l'année dernière, au mois de février. Au mois de mars, on a réalisé un POC sur l'automatisation que va vous présenter tout à l'heure Gaëtan. On a mis en place des stratégies, donc je parle bien de des stratégies. On a mis en place une stratégie de test du projet, mais aussi une stratégie de test d'automatisation qui est vraiment très particulière et dédiée au projet. Donc ça, c'est vraiment distinct parce que tout ce qui est projet d'automatisation, ce sont des projets à part entière, intégrés dans des projets, mais vraiment qui ont leur propre vie, leur propre roadmap.
Donc, on a une première phase de build dont l'objectif était de construire le patrimoine de non-régression en collaboration avec tous les PO et les équipes d'Arval. Et on a fait le développement des tests automatisés en parallèle de la construction de tests de non-régression. Donc, c'était un vrai challenge. Ensuite, dès mai, on a pu s'intégrer en mode run dans les sprints, où tout en construisant le patrimoine de tests, il a fallu qu'on maintienne les tests de non-régression de façon fonctionnelle et qu'on fasse la maintenance des tests automatisés. Donc la partie construction build est terminée depuis juillet et nous sommes, on fait du run depuis mai de l'année dernière. Voilà, donc c'est un périmètre de test fonctionnel de bout en bout. Donc ça, c'est important parce que MyArval Web, c'est essentiellement du front. Donc voilà. Je vais laisser la main à Gaëtan. Alors, donc la première phase a été la réalisation de l'audit sur ce projet. Donc, au cours des différentes interviews qu'on a pu réaliser avec l'équipe de développement, différents profils, on a interviewé des développeurs, des PO, la Scrum Master. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des traces d'automatisation, mais qui n'étaient pas maintenues. Ça avait été réalisé par un profil d'automaticien en 2019, mais personne n'était parti et le projet n'avait pas été repris, ni transféré sur une autre personne. Il n'y avait pas de lien avec des cas de test parce que les PO avaient des cas de test en Excel et donc on n'avait pas de lien direct entre les cas de test Excel et les cas de test automatisés. Il n'y avait plus d'automatisation d'automaticien en tout cas quand on est arrivé sur le projet. Pas de testeur dédié non plus puisque c'était les PO qui faisaient les tests. Et en termes de bonnes pratiques d'automatisation, on n'avait pas d'identifiant technique unique qui nous permettait d'identifier les différents éléments de la page dans le code de l'application. Donc, partant de ce constat, nous avons réalisé un POC. Donc, nous avons envisagé deux outils au moment de ce POC, donc à savoir Protractor et Stan. Alors, pourquoi ces deux outils? Tout simplement parce que le front de l'application est en AngularJS et Protractor est basé sur AngularJS, donc se prêtait très bien à ce POC. Et Stan parce que le back de l'application est en Java. Donc, là aussi, le langage de l'outil se prêtait très bien à la réalisation du POC. En termes d'objectifs, nous nous étions fixés de traiter le multi-pays, d'utiliser le langage Gherkin, de traiter également le multinavigateur et d'automatiser deux cas de tests simples, à savoir la connexion, déconnexion et le parcours de déclaration d'accident. En termes de résultats, outre le fait que nous avons passé plus de temps sur Protractor que sur Stan, l'un des points marquants, l'un des points clés qui nous a fait choisir Stan, ça a été la mise en place de Gherkin, qui n'a pas pu être réalisée dans le courant du POC pour Protractor, alors que la mise en place de ce Gherkin justement était déjà inclus dans Stan et permettait une gestion efficace et simplifiée du multi-pays et du multi-navigateur. Donc ça a été le point clé dans notre choix d'outils. Donc, pour ce projet, comme je l'ai dit au tout départ, on a mis en place une roadmap d'automatisation. Dans le cadre de la stratégie d'automatisation, on a présenté au démarrage du projet une roadmap pour que Arval puisse se projeter sur les grandes étapes du projet d'automatisation. Alors, concernant la première phase, qui est la phase d'implémentation, donc c'est ce que vient de vous expliquer Gaëtan. Donc, on a défini une stratégie d'automatisation. On a fait un POC pour choisir l'outil le plus adapté au périmètre technique et au périmètre applicatif. Il y a l'organisation du projet. On a choisi l'outil et on l'a déployé chez Arval. Voilà, tout est venu en même temps. Donc, ensuite, l'autre phase qui a eu lieu après la phase d'implémentation, ça a été de dire par quel bout on commence cette automatisation. Donc, on a choisi de prendre des tours de clé. Donc, un tour de clé, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cas de tests critiques, sans quoi l'application ne fonctionne pas ou n'est pas utilisable. Donc, on s'était dit que c'était le périmètre le plus pertinent pour choisir les tests de façon prioritaire. Donc, on a défini avec les product owners ces tours de clés pour les choisir avec eux et on a automatisé ces tours de clés pour les déployer sur chaque environnement. Ensuite, donc ça a pu permettre d'utiliser rapidement et d'avoir un retour de la qualité très rapidement sur l'automatisation et les qualités de développement. Ensuite, on a focalisé notre énergie sur la non-régression, qui était le cœur du sujet. Donc, on a continué à travailler sur la conception des tests de non-régression
on a automatisé ces tests de non-régression et ensuite, l'objectif était de les déployer sur chaque environnement parce qu'il y avait plusieurs environnements. Ensuite, donc ça, c'était la phase 0, 1 et 2, ce sont des phases de build. Ensuite, l'objectif était de se mettre en mode run où sur chaque sprint, on identifie les impacts sur les 4 tests fonctionnels et donc sur l'automatisation. On fait la maintenance. On se met aussi en processus d'amélioration continue sur les tests sur l'automatisation, car on peut avoir la gestion de données qui peut être améliorée, des reportings qui peuvent être améliorés, des temps qui peuvent être améliorés, la gestion des comptes qui peuvent être améliorés. Donc voilà, donc on est toujours en amélioration continue pour que l'automatisation soit le plus adaptée et le plus efficace possible, et bien sûr avec une finalité d'intégration continue en mode DevOps. Ensuite, il y avait aussi une réflexion qui n'est pas encore terminée aujourd'hui sur potentiellement des besoins de tests automatisés en production, c'est-à-dire dans un écosystème où on est à la cible de définir quelques cas de tests qui permettent, après chaque déploiement, de vérifier que l'application est conforme aux attentes des utilisateurs. Donc ça, c'était la grande roadmap qu'on avait présentée au démarrage du projet et qui est restée et qui reste toujours présente au long du projet. Ça a été vraiment notre fil conducteur et tout le monde se focalisait sur ces objectifs et elle nous a été très bénéfique. Voilà, donc je vais donner la main à Gaëtan. Donc, suite à la phase 0 avec le POC et le choix de l'outil qui a finalement été Stan, on a pu réaliser rapidement la mise en place parce que le côté boîte à outils nous permet de justement réaliser ce déploiement rapidement sur un nouveau projet. Et nous sommes passés à la phase 1 de réalisation de tours de clé. Donc, quelques scénarios de tours de clé. Vous avez un exemple sur la partie droite de cette diapo sur un exemple de connexion, donc un scénario en Gherkin. Donc, on a pu aussi gérer facilement les pays et les traductions, donc justement grâce au Gherkin qui est inclus dans Stan, avec des clés de pays. Donc, on le voit également sur la partie droite, on a des clés de pays pour l'Italie et pour le Brésil. La question des jeux de données a été un petit peu plus complexe, entre guillemets, dans le sens où on n'avait pas la main sur la création des comptes. Donc on passe pour l'instant par un fichier CSV qui liste tous les comptes et qu'on utilise en fonction du scénario qu'on déroule. À terme, l'automate inclura la création des jeux de données parce qu'on aura une interface qui nous permettra de faire tout ça. Donc, si on fait un peu le bilan de ce qui a marché, c'est la gestion multi-tout, j'ai envie de dire, multi-plateforme, multi-utilisateur, multi-device, multi-langue et multi-pays, qui a été très facile à réaliser avec Stan et avec le Gherkin. Ce qui a peut-être été un petit peu plus challengeant, un petit peu plus complexe, ça a été l'intégration dans Jenkins, d'une part parce que le contexte sanitaire de l'année dernière était compliqué, mais ça, on n'est pas les seuls à l'avoir subi. Le fait que ce soit une machine Linux a été un peu une nouveauté, et la gestion du proxy qui a été longue à mettre en place avec beaucoup d'échanges avec l'équipe technique côté Arval. Quelques limitations aussi techniques qu'on a pu rencontrer sur des points natifs web, par exemple une Google Map, ou des points natifs mobiles, typiquement le numéro d'urgence qui ouvre la fonctionnalité d'appel, l'import de fichiers dans une déclaration qui n'a pas pu être réalisé sur l'automatisation, ou les listes déroulantes sur iOS qui sont compliquées à gérer également. Mais tous ces points négatifs ne dépendent pas de l'outil d'automatisation. En termes de bilan de capacité de là où on en sommes, donc on a choisi Stan, nous sommes intégrés sur le Jenkins Arval, nous utilisons BrowserStack pour la partie mobile, et nous sommes en intégration continue parce qu'il y a une quinzaine de scénarios qui sont lancés automatiquement après chaque déploiement sur Develop. Au total, on est à plus de 400 scénarios de tests automatisés, de tests de non-régression automatisés. L'ajout de chaque pays est de plus en plus rapide parce que justement, avec l'utilisation du Gherkin, le fait d'automatiser un scénario, on peut le multiplier facilement sur les autres pays. Nous sommes à plus de 60 tours de clé 2 fois par jour, donc une fois sur Chrome, une fois sur Firefox. Et nous avons des tests de non-régression qui tournent 2 fois par semaine et qui sont également jouables à la demande depuis le Jenkins. En termes de temps d'exécution, on est donc sur les plus de 400 scénarios qui sont en partie parallélisés. On est sur 2h30 de temps d'exécution sur la non-régression totale. Merci Betty, Gaëtan et Tanguy. Voilà, on arrive à la conclusion de ce webinaire.
Je ne sais pas si parmi les auditeurs, entre guillemets, vous avez des questions, des commentaires. N'hésitez pas, hein, les équipes sont là pour y répondre sur cette thématique de l'automatisation des tests. Allez-y. Alors, soit dans le fil de discussion, hein, ou n'hésitez pas à prendre la parole pour la commenter ou poser. Ah, je vois que Vincent pose une question. Quid de l'utilisation de la solution Stan pour des tests de performance? Est-ce que l'un de vous, Betty? Oui, alors effectivement, pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on a pour le moment mis en place, mais effectivement, il est possible d'ajouter à l'avenir. Ça reste en fait sur des choses, quand on parlait tout à l'heure d'évolution de l'outil, ça reste sur des choses qui vont pouvoir évoluer dans le temps. Mais effectivement, il est possible de rajouter des informations, comment dirais-je, des informations concernant la performance lorsqu'on joue nos tests fonctionnels. Donc effectivement, c'est des choses qui pourront être vues sur les prochaines versions de Stan. Merci Tanguy. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ah, une autre question de Dino. Stan se différencie grâce à l'exécution des tests automatisés iOS sur du Windows. Comment procédez-vous? Je vais prendre la main pour répondre à la question, mais je vais rester un peu mystérieux. Ça fait partie des ingrédients secrets de la solution et je ne voudrais pas tout dévoiler concernant cette solution, évidemment, qui reste propre à Niji. Juste pour bien comprendre, c'est Dino, hein, je prends la parole, excusez-moi. Pour bien comprendre, vous avez parlé de BrowserStack. Est-ce qu'il y a un rapport avec BrowserStack? En fait, ce que j'aimerais comprendre, si vous passez par l'intermédiaire d'un service externe ou si c'est vraiment une solution propre à vous pour exécuter de l'iOS sur du Windows. C'est surtout ça ma question. Alors, c'est un petit outil externe, effectivement, qui n'est pas inclus dans Stan, mais que Stan peut utiliser pour s'interfacer avec de l'iOS pour automatiser depuis Windows. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai juste une dernière question, j'en profite tant que je suis là. Concernant du coup pour Arval, vous avez travaillé, si j'ai bien compris, avec BrowserStack. Qu'en est-il du coup lorsque vous avez fait de l'implémentation sur la faisabilité? Est-ce que vous aviez étudié au niveau sécurité? Je sais que BNP Paribas sont très regardants là-dessus, concernant surtout des outils externes sur du device, etc. Comment vous avez pu justement qualifier la faisabilité par rapport à BrowserStack et pas un autre outil, par exemple? Alors là, pour le coup, effectivement, c'est une bonne question. La question aurait pu se poser si on était sur une application mobile, mais là, on travaille sur une application, sur un site web, sur des environnements qui sont disponibles de l'extérieur. Donc, la question de sécurité n'a pas dû se poser sur BrowserStack finalement. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions, n'hésitez pas. Merci Dino et Vincent pour ces questions. Ou des commentaires, voilà. Oui, bonjour à tous. Moi, j'en profite, je repose une autre question. Est-ce que vous avez fait du coup une étude de ROI sur ces tests automatisés versus les tests manuels qui sont réalisés ou qui pourraient être réalisés? Je vais répondre à cette question. Donc, au niveau de l'étude de ROI, par exemple, sur Arval, on peut en parler. Ça a été un projet significatif pour cette solution-là qu'on a développée chez Niji, qui est une jeune application. Donc, on a pu étudier le ROI que ça pouvait apporter pour le client, avant tout pour le client. Donc, on est sur quand même des gains de productivité assez importants par rapport à une solution classique. On sait que des cas de tests automatisés, j'ai enlevé mon masque, on sait que des cas de tests automatisés, en moyenne, c'est pour la création de cas de tests, on est entre 0,5, voire entre 0,5 et 2 jours en termes d'échelle de coûts pour automatiser un nouveau cas de test. Avec Stan, on peut automatiser, je crois que les derniers chiffres, c'était en moyenne 4 tests par jour, quel que soit le niveau de complexité, en moyenne. Donc, on est en moyenne, c'est 4 tests par jour, donc c'est assez important. Donc, on a vu certaines journées, on est monté à 10 cas de tests automatisés par jour.
Donc, on n'a pas fait d'études de ROI, mais on sait qu'on accélère et on rend plus performant l'automatisation au travers de l'usage de Stan et au travers de l'intelligence qui a été mise dans cet outil-là. Donc, on n'est pas éditeur de logiciels. Je sais que la question pourrait être posée. C'est pas une solution que vous trouvez en téléchargement sur Internet. C'est une solution qu'on met à disposition de nos clients pour accélérer et apporter de la valeur sur les projets développés pour nos clients. Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu la boîte secrète de Niji chez nous en ce moment. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Vincent. Merci Betty. D'autres questions là dans le fil de discussion je ne sais pas si vous avez pu prendre en connaissance. Je les lis. Question sur Gherkin, donc de Charlie. Qui rédige les scénarios en Gherkin, les PO, ou il s'agit de scénarios où ces scénarios sont-ils tracés, hein. Charlie, n'hésitez pas à compléter. Je ne sais pas qui veut prendre la réponse. Alors, du coup, je vais prendre également cette question-là. Donc, les scénarios, en tout cas les tests manuels, sont gérés dans un QC, un Quality Center. Ils ne sont pas en Gherkin, donc c'est moi qui m'occupe de la transcription entre le Quality Center et le test Gherkin et qui les rédige donc pour les features, pour la solution d'automatisation. Et merci. J'espère, Charlie, que ça répond à votre question. Une question aussi de Dino. Dans le cas où vous ne travaillez plus avec Arval, savez-vous si le produit MyArval utilise encore Stan aujourd'hui? Et si oui, avez-vous formé les équipes de chez Arval? Aujourd'hui, chez Arval, il y a 2 testeurs automaticiens qui sont des personnes de Niji, donc Gaëtan et un autre collaborateur qui fait aussi des tests fonctionnels. Donc, on est 2 sachants Niji. Aujourd'hui, si Arval nous demande de former des personnes de chez eux, on les formera et le produit restera chez eux. Je pense que ça répond à la question. Donc aujourd'hui, en moyenne, on a des modules de formation chez Niji qui permettent de monter en compétence sur ce produit Stan. Et on est sur 2 jours de formation si nécessaire, avec une formation théorique, les bonnes pratiques de l'automatisation et des exercices pratiques pour monter en compétence. Donc on sait accompagner nos clients pour les rendre autonomes sur cet outillage. Alors, il y a la question de Vincent que je vois en direct. Est-ce qu'on a noté une amélioration de la qualité du dispositif depuis la mise en place de ces tests automatisés? Donc, on a pu faire un retour d'expérience à Arval suite à notre arrivée sur le projet, la mise en place des processus de test et de l'automatisation. Et aujourd'hui, on accélère, on détecte au plus tôt les anomalies. C'est un des objectifs de l'automatisation aussi, parce que si on devait faire ces 400 tests de façon manuelle, on découvrirait très tard les anomalies. Donc, du coup, le premier gain qu'on a, c'est d'anticiper et de prévenir au plus tôt les anomalies. Donc, on a fait un retour d'expérience sur avant-après la découverte des anomalies. Avant, les anomalies étaient découvertes beaucoup en production. Et maintenant, on les découvre pratiquement aussitôt que le développement est terminé. Donc là, on a un vrai gain en termes de ROI pour le client, car voilà, il ne subit pas d'insatisfaction en production sur le sujet. Donc oui, on constate une amélioration de la qualité. Après, je ne suis pas à Arval, mais c'est un constat quand même qui a été fait. Question pour toi, Gaëtan, je pense. On parle de BrowserStack. Alors, je vais te la lire. Pour rebondir avec la première question de Dino, c'est BrowserStack qui s'occupe de la gestion des OS sur les mobiles. Question. Ou bien devons-nous mettre à jour Stan en fonction des évolutions des OS? Alors, pour répondre à cette question, Stan ne dépend pas de l'évolution des OS, dans le sens où on va utiliser le navigateur du téléphone. Donc, finalement, on n'a pas d'impact sur les OS qui évoluent n'ont pas forcément d'impact sur nos tests automatisés. Après, oui, effectivement, c'est BrowserStack qui gère cette fonction-là, et nous, on choisit après nos devices sur lesquels on veut exécuter. Donc, en fonction des besoins, on va choisir tel ou tel device avec tel ou tel OS. Alors, question de Charlie. Qu'est-ce qui a motivé le choix d'utiliser Gherkin dans Stan pour la conception des tests, Gaëtan? Il y a plusieurs choses. Déjà, la simplicité d'utiliser le Gherkin, le fait que tout le monde puisse le comprendre et le lire et l'écrire.
qui est un point positif, et le fait qu'on puisse l'utiliser sur du bout en bout de projet, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de l'expression besoin métier, qu'il soit par les PO ou par le client même directement, jusqu'au test manuel, test automatisé. On a vraiment un bout en bout, un lien entre toutes les étapes du projet. C'est ce qui a poussé notamment à utiliser ce langage-là. Donc, on a une nouvelle question. Quid de l'utilisation de Stan sur des outils de data vis en mode web comme QLink, Power BI, etc. Alors, en fait, c'est une problématique encore on n'a pas encore eu de sujet nous permettant de mettre en place Stan sur ce genre d'outil. Après, dans l'idée, c'est que, alors je reviens sur le fait tout à l'heure, on disait que Stan était évolutif, hein, c'est-à-dire que lorsque on a un nouveau sujet comme ça, qui apparaît un nouveau besoin d'un client, en fait, on va regarder si effectivement Stan, on peut le faire évoluer pour prendre en compte ce besoin-là. Gaëtan, je pense, y a-t-il une synchronisation revue avec les équipes de dev sur les tags, identification des éléments pour faciliter l'automatisation? Alors oui, on a certains échanges avec les équipes de dev. Sur certaines pages, c'est arrivé qu'on n'avait vraiment pas d'identifiant pour identifier nos éléments. Par exemple, je pense à la page d'accueil du site. Ça a été vraiment très compliqué pour nous d'avoir des XPath qui soient stables et avec assez peu de maintenance. Donc on est passé par des tickets Jira en fait. Des tickets Jira qui ont été envoyés côté dev et qui ont été traités pour ajouter des identifiants uniques. Donc il y a quand même des échanges à ce niveau-là avec l'équipe de dev pour cette question de tag et d'identifiant. D'autres questions? Merci. Si pas d'autres questions, on va conclure. Merci Betty, Gaëtan et Tanguy pour ce riche webinar. Merci à tous les participants pour votre attention et puis surtout pour les questions que vous avez pu poser à la fin. Ce webinaire, il est disponible, comme je l'ai dit au début, hein, sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez y avoir accès sur YouTube et le partager avec vos collaborateurs. N'hésitez pas. Et puis, on se tient à votre disposition pour toutes les questions qui pourraient venir dans les prochains jours, prochaines semaines sur la thématique du testing. Voilà, on a une belle équipe qui est capable de vous accompagner dans l'ensemble de vos projets, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous donne rendez-vous le 21 janvier pour le débriefing du CES, hein, qui est un rendez-vous aujourd'hui bien traditionnel pour Niji, où on partagera voilà, l'actualité du CES dans un contexte bien particulier. Donc, rendez-vous le 21 janvier pour échanger sur le CES 2021. Voilà, merci beaucoup à tous et puis à bientôt. Au revoir.